Bonsoir à tous. Voilà, l'enregistrement est lancé, donc je vais répéter ce que je viens de dire. Merci à vous d'être là pour le direct, pour la présentation de l'École des Soleils. C'est une première pour nous. Et puis merci aux personnes qui sont en train de regarder la rediffusion. Donc chaleureusement, merci à vous. Eh bien écoutez, on va débuter. Voilà, concrètement, c'est parti. Donc bonsoir à toutes les personnes présentes. Ok, donc tout est bon. Alors, je termine la petite mise en place parce que j'ai deux écrans. Voilà, donc tout est OK. Pourriez-vous me dire dans la zone de questions si vous m'entendez, si tout est parfait pour vous? Alors, bonsoir Chantal. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai pas mis la caméra, vous n'allez pas me voir, vous allez m'entendre. OK, tout est parfait, me dit Eliane, Marie-France. Bruno est en train d'arriver. Bonsoir Bruno. Bien écoutez, on y va. Donc ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir l'École des Soleils que vous connaissez probablement. Quoi qu'il en soit, je vais reparcourir un petit peu l'historique de l'école et puis vous parler de perspectives. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, on tient vraiment à remercier... pardon. Je vais me présenter tout d'abord, hein, avant de passer aux remerciements, pour savoir voilà, à qui vous avez affaire. Donc, je m'appelle Arnaud Perdry, je suis le président de l'École des Soleils. Je suis également le directeur de Suryodaya Educational Trust. C'est l'ONG locale en Inde qui dirige l'école concrètement. Et l'École des Soleils est une association française qui soutient le projet, qui finance pour l'instant le projet. Et puis, donc, je m'appelle Arnaud Perdry, c'est mon nom civil, mais vous me connaissez probablement sous mon nom de blogueur dans le domaine de la méditation. Donc, je blogue sur le blog Terre de Repos. Et donc, dans ce cadre-là, je m'appelle Arnaud Getcheux, Getcheux étant mon nom de, on va dire, de méditant dans la tradition tibétaine. Donc, voilà pour les présentations. Donc, comme je vous le disais il y a quelques secondes, je tiens tout d'abord à dire un grand merci. L'équipe enseignante sur place se joint à moi pour vous dire un grand merci à tous les amis, les bienfaiteurs, donc que vous ayez contribué à la communication, que vous ayez apporté votre pierre à l'édifice en faisant des dons ponctuels, réguliers, même des dons modiques. Il faut savoir qu'en Inde, avec peu d'argent, on fait pas mal de choses. Donc, toutes les petites gouttes ont contribué à l'océan qu'est ce joli projet amical. Donc, un grand merci à vous. Maintenant, donc l'école tourne depuis plus d'un an. Et merci à vous. Sans vous, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Et sans vous, l'avenir de ce projet ne sera pas possible également. Donc, un chaleureux merci à vous. Je vous garantis que lorsqu'on est sur place et qu'on voit la joie des enfants, que vous avez déjà perçu dans les communications que vous recevez, eh bien, je vous garantis que les quelques euros que les personnes peuvent donner tous les mois, ça se transforme en soleil sur place, en rire, en joie, en éducation, et c'est du concret, et ça fait chaud au cœur lorsqu'on se rend sur place. Donc, toute cette chaleur, voilà, j'ai envie de vous la partager ce soir et de vous remercier du fond du cœur, au nom des enfants, des familles et des enseignants. Alors un grand merci également à notre ami Manoj, que vous voyez ici avec les enfants. Donc Manoj est un ami de longue date, vous allez découvrir pourquoi. Et donc c'est le manager de l'école qui dirige sa barque à merveille. Et donc comme il me dit souvent, il a envie de dormir tranquille, donc il gère le projet du mieux qu'il peut. Et croyez-moi que c'est difficile en Inde de rester dans les clous. Pour la petite anecdote, il faut savoir que ses amis lui ont souvent dit qu'il ne pourrait pas travailler avec les Français et surtout avec Arnaud qui essaye de faire toutes les choses dans les règles de l'art. Donc ces propos sont là pour nous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'ONG qui ont du mal à ne pas tomber dans la corruption, dans les détournements de fonds. Et j'ai une grande confiance en Manoj. Les comptes sont très bien gérés, on sait ce qu'on donne, on sait où ça va. Comme je vais souvent en Inde, je connais bien les prix, etc. et les coûts, les divers coûts. Donc je suis ravi que ce projet tourne à merveille grâce à Manoj qui réfléchit sur le long terme, pour les enfants surtout. Voilà.
Donc merci beaucoup à Manoj. Alors il va peut-être essayer de se connecter, mais comme il est très tard chez eux, il est plus de minuit, et puis que la connexion Internet est parfois coupée, il va peut-être pas réussir à se connecter. Mais s'il se connecte, je le verrai dans les connectés, et puis on lui donnera la parole. Il parle en anglais, et donc je ferai la traduction. Donc un grand merci à Manoj. Donc, au programme ce soir, je vais vous reparler de la genèse du projet, je vais vous présenter le cadre du projet et son développement. Je parlerai également des perspectives que l'on va envisager. Je vous parlerai également de la mission des amis et des ambassadeurs des soleils. Et puis, je vous laisserai du temps pour me poser vos questions. Alors, l'école des soleils, c'est un tout petit bureau dijonnais. Il se trouve qu'on est, on est un binôme pour l'instant. Il faut d'ailleurs, c'est un point à améliorer, il faut qu'on étoffe l'équipe. Donc la trésorière qui travaille avec moi, Annie, n'est pas disponible en ce moment et donc elle ne peut pas être avec nous, mais de chaleureuses pensées vers toi, Annie. Voilà. Alors, écoutez, c'est parti. Donc je vais vous montrer donc des photos pour vous présenter le projet, donc ces différentes phases. Donc écoutez, je vais couper cette présentation et puis je vais mettre à l'écran les photos. Donc il y a une grosse série de photos qui va vous faire voyager. Donc voici. Ok, donc ça c'est un magnifique coucher de soleil qui a été pris dans le village en question. Donc vous allez découvrir tout ça, ou redécouvrir. Donc tout d'abord, vous le savez, l'école des soleils, c'est une petite école maternelle qui se situe en Inde. Donc voici le Taj Mahal que j'ai le plaisir de visiter. Le Taj Mahal, il est à une dizaine, il est sur le chemin pour aller à l'école, mais le chemin est parfois long en Inde. Donc il est entre Delhi et l'école. Et donc je vais vous montrer la carte de l'Inde pour vous montrer où se situe l'école. Donc on se situe dans l'Inde de notre cher Gandhi. Et donc l'école du soleil se trouve à Bodh Gaya, à l'est de l'Inde. Et donc on a Delhi au nord-ouest. Et puis Bodh Gaya, c'est donc une ville sacrée qui est liée au Bouddha, puisque c'est le lieu où le Bouddha a atteint l'illumination. Donc c'est une petite ville d'environ 30 000 habitants, avec beaucoup de temples de différentes origines géographiques. On va dire qu'il y a des temples thaïlandais, japonais, tibétains, etc. Donc il y a beaucoup de petits temples parce qu'il y a beaucoup de pèlerins bouddhistes et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai découvert le village. Vous allez voir ça en photo. Donc voilà pour la situation de Bodh Gaya, qui est à quelques heures de train de Calcutta, qui est tout à fait à l'est du pays. C'est à une dizaine d'heures du Népal, donc vous voyez sur la carte, le Népal il est juste derrière le point rouge, mais c'est quand même oh non, le Népal il est à 24 heures de transport, il y a des bus, enfin Katmandou est à 24 heures de transport. Donc vous voyez les dimensions, c'est vraiment, l'Inde est très grande. Et puis entre Delhi et Bodh Gaya, il y a une nuit de train. Donc voici le tombeau de Gandhi à Delhi. C'est un lieu très très paisible. Donc l'Inde, c'est un lieu qui enchante. Alors on a beaucoup de clichés sur l'Inde, mais si on voyage et si on se déplace, eh bien, on peut vraiment rencontrer concrètement les situations qui nous rappellent les clichés, mais aller sur place et visiter et rencontrer surtout les locaux dans les villages ou dans les endroits sacrés, eh bien, ça transforme le cliché en réalité qui devient très marquante, inspirante, et c'est pour cette raison que je suis allé en Inde une dizaine de fois et que je suis donc tombé amoureux de ce pays et de ce petit village où le projet est né. Donc c'est une photo que j'ai prise lors d'un mariage. Il faut savoir qu'en Inde, par exemple, dans le village de l'école, c'est la saison des mariages du mois d'avril au mois de juin, et c'est un village qui comporte à peu près environ un millier d'habitants. Eh bien, pour le millier d'habitants, il y avait 50 mariages. 50 mariages, voilà. Donc ici, c'est une photo qui était prise à Bénarès ou Varanasi.
C'est une ville sacrée au bord du Gange qui est à quelques heures de train de Bodh Gaya. Donc si vous voulez voyager et aller visiter Benares au bord du Gange, vous ne serez pas loin de l'école des soleils. Donc voici des photos prises au bord du Gange lors de ces rituels quotidiens. Ça, c'est les laveurs, enfin comment on appelle ça? C'est le pressing indien au bord de la rivière. Donc c'est la caste des... Donc l'Inde marche encore beaucoup avec les castes professionnelles. Donc en Inde, on trouve beaucoup de yogis, beaucoup de sadhus encore à notre époque, dans tous les styles. Donc voici un. Voici un deuxième, puisque je ne suis pas un sadhu, mais je suis une forme de méditant yogi de la tradition himalayenne. Donc vous me trouvez ici à gauche. Et puis un autre sadhu pris en photo à Benares. Donc voilà pour l'ambiance. Ça, c'est sur la rivière face au rituel. Il y a énormément de singes en Inde, pas dans toutes les régions, mais là c'est à Benares où il y a beaucoup de singes en ville. Il n'y en a pas à Bodh Gaya. Donc là on se trouve à Bodh Gaya avec notre ami Manoj, le manager, il y a quelques années, et puis notre ami Julien, un architecte français, qui est venu en 2013 lorsqu'on a réalisé des travaux de rénovation que vous allez découvrir. Donc derrière on voit une grande statue du Bouddha dans le style japonais. Ça, c'est un lieu dans la région, c'est un lieu où le Bouddha a enseigné la vacuité, donc c'est un lieu de pèlerinage. Des offrandes de fleurs sur des lieux sacrés. Ça, c'est sous l'arbre du Bouddha où le Bouddha a atteint l'illumination. Donc à une époque, on pouvait faire beaucoup d'offrandes de lumière. C'est une photo que j'ai prise en 2002 lors de mon premier voyage en Inde. Et donc à cette époque, on pouvait faire beaucoup d'offrandes de lumière. Depuis, ça a été réglementé pour qu'on préserve les lieux. Donc maintenant, il y a des lieux spécifiques pour les offrandes de bougies. On ne peut plus les faire comme ceci. Donc dans la région, il y a beaucoup de lieux sacrés, des lieux de pèlerinage. Donc là, on voit des Bhoutanaises, des amies françaises derrière. Et puis, voilà, il y a beaucoup de Tibétains en pèlerinage qui viennent dans cette région. Il y a beaucoup de monastères également tibétains. Donc là, on voit une procession lors de l'arrivée d'un grand maître. Donc, voilà pour vous préciser le cadre et l'ambiance. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors l'école et le projet n'ont rien à voir avec le bouddhisme, mais dans cette petite ville sacrée, il y a beaucoup de Tibétains et de monastères tibétains. Donc ça crée une ambiance assez sympa finalement. Et on peut également assister à des enseignements, faire des retraites de méditation à certaines périodes de l'année où il y a des rassemblements. Par exemple, en janvier, il y avait un gros rassemblement avec le Dalai Lama où on était 250 000. Suite à ça, j'ai participé à une retraite où on était quelques centaines avec beaucoup de Tibétains que vous voyez ici. Ça, c'est dans le quartier tibétain à Delhi. Donc voilà pour le cadre. Mais maintenant, on va aller en direction du village. Ah non, j'ai oublié quelques photos. Allez. Donc là, ben voilà, c'est votre serviteur. C'est donc moi, en 2002, la première fois que je suis allé en Inde, et donc dans le cadre d'un pèlerinage, avec un maître qu'on voit ici, Drukchen Rinpoche. Et donc le groupe était accompagné par la police parce que c'est une région très pauvre où il y a pas mal de mendiants. Et à une époque, encore dans le début des années 2000, il y avait encore des problèmes de sécurité. Ça a beaucoup bougé parce qu'il y a beaucoup moins de corruption et puis la mafia est beaucoup moins présente. Il faut savoir que la mafia était dirigée par le gouverneur de l'État. Et donc il y avait beaucoup de raquettes et beaucoup de violence. Ça a beaucoup changé dans le Bihar et maintenant c'est un État qui est bien sécurisé. Donc on peut se promener sans garde policière maintenant. Des photos que j'ai prises à l'époque. Donc beaucoup de mendiants encore maintenant. Donc c'est un dépaysement total pour beaucoup de personnes. Donc mon avis Shiva, à l'issue du pèlerinage, avec ce gros groupe, un pèlerinage d'une quinzaine de jours, je suis resté à Bodh Gaya pour 2 mois. Je suis resté 2 mois supplémentaires. Et donc j'ai logé chez un ami indien, donc Shiva, que l'on voit ici en photo, une photo prise à l'époque. Et donc c'est devenu un ami. Et donc le projet est né avec lui. Donc ses enfants à l'époque, donc Manoj, le manager, donc ça c'est une photo de 2002. Donc en haut à droite, vous avez
Manoj, qui à l'époque avait peut-être 12 ans, donc maintenant il en a, imaginez, il a 25, 26, 27 ans maintenant. Et son frère et sa sœur. Donc l'école se trouve maintenant dans la maison où habite sa sœur, dans un village que vous allez découvrir. Donc voilà, Rinku, donc elle s'appelle Rinku. C'était les devoirs du soir. Et donc à l'époque, j'ai contribué à leur inscription à l'école et au collège. Donc il rentrait au collège, Manoj. Donc j'ai contribué à l'achat de ses uniformes ainsi qu'à l'uniforme de son frère. Donc à l'époque, je me rappelle, j'avais payé 150 €. C'était le tout début des euros en 2002, en janvier 2002. J'avais payé 150 € pour 2 uniformes chacun, les cartables, les livres, les cahiers. Donc imaginez, avec 150 €, 2 uniformes chacun, les chaussures, bref, la totale. Donc, et l'inscription à l'école. Donc ça les avait vraiment réjouis. Donc les voici. Donc c'est une photo là qui est beaucoup plus récente, hein, elle date de 2011, donc je suis retourné les voir en 2011, je ne les avais pas revus depuis 2002, et en 2011, donc j'ai rendu visite à Rinku, la sœur, leur sœur, et c'est là où est née l'idée de créer le projet d'école. Donc voici Rinku, là c'est peut-être en 2013, pas en 2011, donc dans son village. Donc entre-temps, elle s'était mariée, puis elle a eu des enfants. Donc elle est maintenant mariée avec on va dire un cultivateur, donc elle cultive principalement du blé, du riz, quelques légumes, mais pas énormément. Donc voilà la photo prise en 2011, donc lorsque j'ai revu Rinku, donc donc elle avait des enfants depuis, mais son dernier, c'est le petit Rocky, pour les gens qui connaissent Rocky. Donc voici Rocky en 2011. Et là, donc en 2012, je suis retourné avec quelques Français, on voit Mathilde derrière en photo, donc on est allé visiter le village avec quelques amis français pour faire une étude de faisabilité du projet. Donc c'était un dépaysement assez impactant pour ces amis français. On a visité quelques écoles pour se rendre compte de comment fonctionnent les écoles dirigées par des ONG étrangères. Donc là, c'est une visite d'une école dirigée par une ONG espagnole à l'époque. Donc on a pu se rendre compte des coûts, de comment fonctionne une école, de à quoi ressemblent des bâtiments où se déroule l'école. Donc vous voyez les enfants assis par terre. Donc très sommaire avec parfois là c'était un petit coin couture pour apprendre aux jeunes adolescentes la couture avant de partir du village, puisque toutes les filles quittent les villages pour être mariées à des hommes d'autres villages. Il faut savoir que les jeunes sont mariés très jeunes et c'est des mariages arrangés par 95% dans les villages. C'est comme ça que ça se passe encore. Donc les jeunes femmes sont mariées par les pères à des jeunes hommes. Et donc elles sont mariées voilà, entre 13 et 16 ans ou 20 ans, ça dépend des classes sociales. Bien, elles sont mariées très jeunes et puis elles quittent le village pour aller chez le mari lorsqu'elles ont 18 ou 20 ans. Et puis donc entre-temps, si elles arrivent à apprendre à coudre, ça va leur faire un emploi ou une qualification lorsqu'elles vont arriver dans le village. Donc ça va leur permettre d'obtenir un mariage plus avantageux, dans une classe sociale, enfin à un niveau plus avantageux. Et puis en tout cas, ça va leur donner un petit revenu lorsqu'elles vont arriver dans le village. Donc du coup, ça fait des villages où les hommes restent de génération en génération. Donc culturellement, c'est très intéressant. Donc ça fait des villages avec une cohésion qui vient du fait que les hommes se connaissent depuis toujours et restent ensemble. Et les femmes sont donc toutes des expatriées, si l'on peut dire. Donc ça crée aussi une cohésion vraiment très intense entre les femmes, parce que les femmes se retrouvent entre expatriés, entre guillemets. Donc ça crée beaucoup de chaleur et il y a énormément de communication. Vous allez le voir plus loin entre les femmes. Elles sont très liées entre elles. Donc ça crée, voilà, c'est une culture qui nous choque un peu, nous, mais lorsqu'on découvre tout ça de l'intérieur, lorsqu'on passe du temps avec eux, il en ressort une grande richesse de ces côtés qui nous déstabilisent un peu, les mariages arrangés, etc. Mais voilà, lorsqu'on vit ça de l'intérieur, lorsqu'on connaît ça de l'intérieur, oui, il y a peut-être des points qu'on peut critiquer, mais il en ressort aussi une fibre, une culture vivante qui nous interpelle positivement sur beaucoup de points. Donc là, c'est une jeune qui est en train d'apprendre la couture.
Et donc, on a envie avec l'École des Soleils, éventuellement, voilà, de créer ce genre d'enseignement pour les aider. On en reparlera plus tard. Ensuite, on a, voilà, donc là, ça, c'est un cours de soutien. Donc, il faut savoir que les familles ont envie d'accompagner celles qui ont un petit peu de moyens. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils souhaitent accompagner leurs enfants du mieux possible. Donc, ils payent 100 roupies par mois. C'est 1,50 €, donc par mois, des cours de soutien chaque après-midi. Donc il y a des enseignants donc privés qui donnent, qui accompagnent les enfants le matin avant l'école et après l'école l'après-midi. Donc par exemple, on a un enseignant de l'École des Soleils qui le matin et l'après-midi donne des cours de soutien de façon privée. Alors il utilise l'école, les locaux de l'école, mais de façon privée, il aide des enfants. Donc ça lui rapporte à peu près 3000 roupies par mois. Donc ça représente 50 € par mois, parce qu'il accompagne entre 20 et 30 enfants. Voilà. Donc on a vu, on a découvert ça, et donc on s'est dit, bon ben voilà, peut-être que l'École des Soleils pourrait aussi procurer un cadre, un lieu pour accueillir ces cours privés, mais on n'a pas le droit en tant qu'ONG de faire payer les parents. Donc ces cours privés, c'est pas l'École des Soleils qui les donne, parce qu'on n'a pas le droit de faire payer les parents. Tout doit être gratuit. Mais du coup, c'est l'enseignant qui, à titre personnel et avec les familles qui le souhaitent, voilà, viennent à l'école pour recevoir ces enseignements privés. Ensuite, sachant que l'idéal, plus tard, ça va être aussi de créer éventuellement des classes de soutien pour les enfants qui ne sont plus à l'école, puisque l'École des Soleils est une école maternelle. Eh bien, on va essayer d'accompagner des enfants qui sont à l'école primaire gouvernementale du village. On va essayer de leur procurer voilà, des cours de soutien, soit pour les très bons élèves ou les élèves en difficulté. On n'est pas encore rentré dans cette démarche-là concrètement, mais on se pose des questions à ce sujet. Donc on aimerait être en capacité de financer des enseignants pour qu'il y ait des cours de soutien gratuits. Donc là, c'est en 2011, lorsque Rinku, donc la sœur du manager, nous a dit qu'elle avait un bâtiment, enfin que son mari possédait un bâtiment qu'il n'utilisait plus, qui pourrait servir d'école. Donc là, c'est en 2011 un repérage, donc le bâtiment qui allait pouvoir être utilisé pour l'école. Ensuite, on y est retourné en 2013 pour faire des travaux que vous allez voir. Et en 2013, donc, on a auditionné des candidats au poste d'enseignant. Donc on a auditionné une dizaine et on en a retenu 5-6 qui étaient potentiellement admissibles, on va dire. À l'époque, on ne savait pas combien on allait ouvrir de classes, donc on en a retenu 5-6. Donc on a auditionné des hommes et des femmes, plus ou moins diplômés. Il faut savoir que là-bas, pour enseigner, il n'y a pas besoin, dans les écoles privées, enfin dans les ONG comme ça, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique, c'est assez facile d'ouvrir une école. Et donc, voilà, à partir du niveau baccalauréat, c'est correct c'est correct de faire enseigner par des gens qui ont baccalauréat au minimum. Donc, pendant ces auditions, on se trouvait dans un petit patio dans la maison de Rinku. Et face à nous, donc, voyez, là c'est une photo qui était prise au même moment, donc on avait, là la photo, c'est pas un grand angle, mais on avait au moins une cinquantaine d'enfants qui regardaient le touriste français en train d'auditionner les futurs professeurs de l'école. Voilà, on a fait le tour de cette petite présentation historique, mais on va continuer. Donc maintenant, le contexte. Donc c'est un village agricole qui comporte à peu près 70 familles de cultivateurs. Et donc, les hommes et les femmes travaillent dans les champs, même s'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais en tout cas, quand on prend le temps de vivre avec eux, on constate que l'activité dans les villages, elle est quand même assez bien répartie quand même entre les hommes et les femmes, contrairement à la ville où là, les hommes travaillent beaucoup moins. Donc là, on voit des femmes qui rentrent des champs, donc c'était la période de la moisson. Donc là, c'est Rinku. Donc Rinku, il faut savoir que la vache là-bas est sacrée, alors vous le savez, mais elle est sacrée en particulier parce qu'elle donne son lait,
mais elle donne aussi du combustible pour faire du feu et donc faire à manger. Donc là, ce qu'on voit, c'est des galettes de bouse de vache mélangées à de la paille, et donc ils font sécher ça et ça fait du carburant pour faire le feu. Donc là, c'est la moisson, donc il broie la paille pour en faire de la nourriture pour les animaux et pour faire ces fameuses galettes de combustible. Et là, donc, on s'était rendu avec les élèves dernièrement. C'est une photo qui était prise en 2016, au mois de mars, au mois d'avril. Au mois d'avril, et on s'est rendu avec les enfants pour faire voilà, une petite sortie d'éveil et enfin, ils sont déjà bien éveillés, mais d'explication du matériel. Et puis donc ils ont dessiné ce qu'ils ont vu. Donc c'était un petit atelier pédagogique. Donc là, retour dans une maison. Donc vous voyez, ils font du feu avec les briques, on va dire, entre guillemets, de bouse de vache. Donc là, c'était du poulet au curry qui était en train de mijoter. Donc on va dire que le standing dans les villages, on va dire que 95% des familles cuisinent comme ça. Celles qui ont plus de moyens ont le gaz. Donc là, c'est Rinku qui est en train de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais donc ils ont récolté le blé et puis maintenant ils en extraient les graines. Voilà. Et donc là, c'est une photo que j'ai prise avec des amis. Donc c'est une photo de famille. Voilà. Donc les Indiens dans le village sont assez ouverts. C'est très facile de se faire des amis. Et puis voilà, j'y suis souvent aussi. Donc je fais maintenant un petit peu partie du village. Un petit peu beaucoup. pour plusieurs raisons. Donc là, on voit notre ami Gigi, Jean-Jacques, qui est venu en voyage au mois de janvier, qui est tombé amoureux aussi de l'Inde et qui va y repartir. Donc là, on était en train de visiter un village. Donc pour beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, c'était la découverte des Occidentaux, donc des Blancs. Donc beaucoup de frayeur chez certains de voir des hommes blancs et en plus sans cheveux. Donc là, c'est une photo que j'ai prise lors d'un mariage. Donc j'ai été invité à plusieurs mariages. Il faut savoir que dans les villages, lorsque c'est la saison des mariages, il y a énormément de mariages. Donc je vous disais 50 mariages cette année dans le village en question. Donc j'ai été invité à quelques mariages dans la famille. Et voilà, les mariages indiens sont très particuliers. Il y a 4 cérémonies. Ça dépend des budgets, mais on va dire que très souvent, il y a 3 ou 4 cérémonies, donc 3 ou 4 soirées ou journées. Et donc, et ce n'est qu'à la 4e journée que le marié et la mariée se rencontrent. Donc on va dire qu'il y a les premiers rituels qui ont lieu pendant 3 jours dans chaque village. Donc c'est la fête dans le village de l'homme, dans le village de la femme. Et donc tous les villages, tous les habitants du village, ou une grosse partie, dans ces petits villages-là ruraux, on va dire que tout le village est invité à manger. Donc il y a une tente où par service, voilà, on va manger, et puis 30 minutes plus tard, c'est le service suivant, donc tout le village vient manger pour fêter, pour faire le mariage. Donc, et donc pendant ce temps-là, à la maison du marié, il y a des rituels, et donc là, c'est les hommes du village de la femme qui viennent honorer, bénir le marié pour qu'il accueille avec un état d'esprit positif et que tout se passe bien pour eux. Donc les hommes du village de la mariée viennent faire des rituels. Donc là, ce qu'on voit derrière le marié, les casseroles, c'est la dot. Donc les hommes, voilà. Donc le père de la mariée offre une dot. Ça se fait encore beaucoup, même si le gouvernement essaie de réglementer ça, ou en tout cas de minimiser la valeur des dots, parce qu'à une époque, il y avait beaucoup de problèmes liés aux dots, il y avait beaucoup de pression. Donc c'était vraiment très difficile pour certaines familles de donner une dot à leur fille. Donc il y a eu beaucoup de problématiques, même beaucoup... Pour être clair, en fait, en 1987, dans l'état du Bihar, qui est l'état le plus pauvre de l'Inde où se trouve l'école, en 1987, il y a eu 600, accrochez-vous bien, il y a eu 600 meurtres de jeunes mariés de la part des parents du marié. Donc c'est la belle famille. Voilà, il y a eu 600 meurtres parce que la famille voulait une dot trop importante et le père de la mariée ne pouvait pas la donner. Donc voilà, donc à cette époque-là, c'est encore en 87,
Voilà ce qui se passait en Inde. Et en 84, en Inde, dans la totalité de l'Inde, il y a eu 2000 meurtres pour ces raisons-là. Donc c'était un pays voilà, barbare. Donc maintenant, ça c'est réglé, on en parle, il n'y a plus ce problème-là. Et là, le gouverneur du Bihar, donc cet État le plus pauvre, est en train de militer et d'inciter les gens à ne pas aller au mariage où il y a des problèmes de dot. Donc ça évolue beaucoup, mais c'est pas aboli, donc il y a quand même, par exemple j'ai un ami là qui a marié sa fille au mois de mai, et bien, il a quand même dépensé pas mal d'argent, il s'est pas signé mais presque. Donc voilà, donc en gros, on en est là en Inde. Donc voilà, pendant ce temps-là, voilà, beaucoup d'hommes dans le petit patio pour faire les cérémonies, donc j'étais invité à tout ça. Donc ça se passe il y a une ambiance assez magique, hein. Bien sûr ça nous semble assez trash et dur, cette histoire de dot, mais en tout cas on sent beaucoup de générosité, de fraternité, et puis c'est comme si les hommes ou le père donnait sa fille du fond du cœur, et d'ailleurs c'est ça dans leur culture, hein. Il y a un mot en indien que j'ai oublié, mais c'est le don le plus cher qu'un homme puisse faire, c'est donner sa fille en mariage à un homme et à une famille. Donc c'est très chargé, c'est des moments très 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 chargés qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit maintenant en France. Donc c'est très intéressant à vivre, c'est très impactant. Donc pendant ce temps-là, les femmes font des petits coffrets de pâtisserie, donc voilà, c'est des petites pâtisseries en guise d'apéritif. Donc on voit Rinku ici en bleu. Donc les bénédictions des hommes, enfin, du marié par les hommes. Voilà, quelques jeunes. Donc à gauche, une jeune femme non mariée, et puis à droite, elle est mariée. Donc on le reconnaît parce que dans les cheveux, elle a un petit ornement orange, donc ça signifie qu'elle est mariée. Voilà. Et entre les yeux, c'est de la décoration. Les deux jeunes femmes, là, ont de la décoration entre les yeux, mais voilà. Donc après, c'est les femmes du village donc c'est les femmes qui du coup vivent dans le village du marié qui vont bénir l'homme, le jeune marié, qui va rester dans le village. Là, c'est une autre cérémonie lors d'un autre mariage. Donc là, c'était un mariage dans une famille un peu plus riche. Donc c'était un grand rituel tantrique qui a duré une journée au soleil. C'était assez extraordinaire. Donc les femmes du village qui vont accueillir qui vont accueillir la jeune mariée. Mais donc il faut savoir que donc là c'est les femmes de la famille qui vont accueillir la jeune mariée. Donc c'est les belles-sœurs, on va dire, pour beaucoup, puisque les hommes sont assez nombreux dans les familles, pour beaucoup. Donc c'est les femmes qui vont accueillir la jeune mariée, et en signe d'accueil et de générosité, elles sont en train de moudre du riz tout ensemble. Il faut savoir qu'elles travaillent ensemble dans les champs pour beaucoup. Donc c'est en signe d'accueil de la future mariée, c'est en signe qu'elles vont travailler avec elle et coopérer avec elle. Voilà. Donc le riz qui va être, enfin la farine qui va en découler, la farine qu'elles sont en train de faire sera utilisée dans le rituel. Ça c'est le brahman qui dirige les cérémonies. Ça c'est la préparation d'un feu, puisqu'il y a eu une marche sur le feu. Donc voilà, ils sont en train de faire des braises. Et puis, donc voilà les braises, donc, et donc une grosse partie du village, enfin ceux qui le souhaitaient, sont passés sur les cendres. Et moi, donc, je me suis fait ce petit challenge, mais il faut savoir que la voûte plantaire d'un occidental français qui marche avec des chaussures depuis le plus jeune âge, et puis la voûte plantaire des Indiens qui marchent pieds nus depuis leur naissance, c'est pas du tout la même, donc je peux vous garantir que je m'en souviens. Et que je me suis un petit peu blessé. Donc ça a fait l'anecdote dans le village, mais voilà, après quelques heures de soins, la douleur était passée. Je suis soigné à l'aloe vera, parce que là-bas ils ont des arbres d'aloe vera. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc pour cette raison-là, je suis un petit peu indien du coup, maintenant. C'est un petit peu un rite de passage. Donc voilà, une photo prise pendant le rituel. Donc voilà pour le contexte du village. Maintenant, on va parler plus précisément de l'école et des travaux.
Donc on a ici donc ce bâtiment en 2011, ou c'est une photo qui était peut-être prise en 2013 avant les travaux, mais en tout cas, voici le début des travaux. Donc je vous laisse imaginer les travaux réalisés en présence d'enfants. Voilà, hein, l'hygiène et la sécurité sur les travaux en Inde, ben, c'est pas ce qu'on a chez nous. Donc les enfants étaient omniprésents en quantité sur les travaux. Donc ils font partie de l'école, ils font partie des murs. Donc voilà cette photo que j'ai prise lors des travaux. Donc ça c'est en 2013. Voilà, voilà. Donc les travaux pour agrandir l'école. Donc Julien, notre ami architecte parisien, breton parisien, qui était sur place. Et voici voilà, l'extension finie. Donc on a rénové le toit du bâtiment, on a fait une extension, et puis avec un toit, avec une charpente en bambou. D'ailleurs, là en ce moment, en mai-juin 2016, eh bien, ils doivent refaire cette charpente en bambou. Et donc voilà, l'école, donc ça c'est en 2013, mais les procédures administratives et puis etc. ont pris du temps pour créer les associations françaises et indiennes. Et donc, on a ouvert l'école en janvier 2016. Donc là, Niranjan, le frère de Manoj, content de célébrer la fin des travaux de l'école des soleils. Et pour célébrer la fin des travaux, donc les femmes du village ont fait des cérémonies, dirigées par Rinku ici. Donc il faut savoir que les femmes se réunissent très souvent, elles vont au temple tous les matins, elles font très souvent des rituels entre elles pour célébrer le premier anniversaire des enfants. De chaque enfant, on célèbre son premier anniversaire. Donc toutes les femmes du village, ou beaucoup, 80% des femmes du village se réunissent et chantent et célèbrent le premier anniversaire. Donc il y a plein d'occasions de faire des rituels. La tradition est encore très très vivante. Ouais, c'est assez magique à vivre, même si on n'est pas hindouiste, hein. Donc ils sont de tradition hindoue. Il y a quelques musulmans dans le village, mais il y a beaucoup d'hindouistes. Donc c'était une cérémonie hindoue. Et donc pendant ce temps-là, ben voilà, j'étais avec beaucoup d'enfants à m'amuser, à les amuser. Donc voici l'école repeinte aux couleurs officielles de l'école des soleils. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que les Indiens fonctionnent encore dans leur mentalité avec la notion de caste, même si c'est officiellement aboli. Hop là, le micro est un petit peu penché. J'espère que c'était pas trop désagréable. Il était complètement penché sur la table. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de parasites et de bruit. Voilà, je viens de le retourner. Pardonnez-moi. Alors, il faut savoir que, oui, donc en Inde, dans leur mentalité, ils fonctionnent encore avec des castes. Donc, lorsque je suis arrivé dans le village, ils m'ont vu arriver comme méditant de la tradition himalayenne. Donc, comme je suis lama laïque, j'ai un habit rouge. Donc, ils m'ont vu arriver dans le village avec cet habit-là. Donc, dans un premier temps, ils se sont dit, ah tiens, il est de la caste des moines ou des brahmanes ou quelque chose comme ça. Et puis après, ils m'ont vu arriver avec un habit laïque et prendre en main l'organisation pour lancer ce projet d'école. Donc ils se sont dit, oh là, c'est un entrepreneur. Bah, du coup, il n'est pas dans la caste il est dans la caste des entrepreneurs. Donc ça faisait déjà un petit peu phénomène de schizophrénie dans leur tête. C'est pas possible, je peux pas être dans deux castes. Et puis après, ils ont découvert que j'étais un ex-enseignant en France. Donc oh là, il est dans la caste des enseignants. Donc j'ai commencé à devenir extraterrestre. Et après, quand ils m'ont vu prendre des photos, oh là, je deviens artiste. Donc j'ai ouvert leur entendement à une dimension, à une multidimension qu'ils n'appréhendaient pas, parce que eux, voilà, ils naissent fermiers, ils vont rester fermiers, ils sont chauffeurs de taxi, ils seront chauffeurs de taxi. Donc en gros, c'est encore ça en Inde. Et puis donc ils m'ont vu, voilà, avoir différentes casquettes. Et après, je me suis mis à dessiner le logo sur la façade de l'école. Donc, je devenais peintre soudainement. Donc là, c'était trop pour eux. Donc, ils rigolaient, ils étaient pliés de rire, morts de rire de me voir faire des tas de choses qu'ils ne s'autorisent pas finalement. Donc, du coup, les enfants, on peut aussi les ouvrir à ça, leur montrer qu'ils ont des potentiels bien au-delà de ce à quoi ils se cantonnent.
Donc l'éducation, ça passe aussi par cette ouverture et leur montrer que leur potentiel est bien plus grand qu'ils ne l'imaginent. Donc en nous rendant sur place, nous occidentaux, en leur présentant ce qu'on est, ce qu'on fait dans la vie, eh bien ça les ouvre à une autre culture et ça les ouvre à leur potentiel. Et en Inde, eh bien ils en sont à cette époque-là où il y a quand même une large part de la population qui s'ouvre à la modernité. Donc on est à une époque charnière dans les villages où on les impacte positivement parce que ça les ouvre et on va les aider à les accompagner dans cette ouverture-là. Donc voilà pour la petite anecdote liée à la peinture et à la déco de l'école. Donc, alors ça, cette photo, elle a été prise au mois de mars-avril 2016, lorsqu'on a peint l'école, mais la rentrée avait eu lieu un petit peu de temps en janvier 2016. Donc voici des photos maintenant de la première rentrée scolaire. Donc le panneau Suryodaya Educational Trust au-dessus du bâtiment, c'est l'ONG locale officielle, dirigée par nos amis. Et l'École des Soleils, c'est donc l'association française, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le premier jour d'école, la rentrée le 19 janvier 2016, c'est la saison la plus froide pour eux. Donc voilà pourquoi ils sont assez couverts avec les bonnets, etc. Donc ma note, je fais l'accueil des enfants, l'appel et l'accueil des enfants. Et donc voici maintenant, voilà, la première journée d'école, donc nos petits-enfants de maternelle, avec Oudit, l'un des enseignants, l'un des deux enseignants, qui est donc le propriétaire du bâtiment et le mari de Rinku, donc le beau-frère de Manoj, le manager. Donc première journée d'école pour les tout-petits. Donc les tout-petits ont 3 ans pour les plus petits. Il faut savoir qu'en Inde, en petite section, on pourra émettre des enfants qui seront beaucoup plus âgés, parce c'est en fonction de leur niveau de compétence, donc ils ne raisonnent pas trop avec l'âge, donc si bien que, on a l'exemple d'un enfant qui avait 8 ans, mais qu'ils ont mis en petite section parce qu'il n'était jamais allé à l'école et il ne connaissait pas l'alphabet, pas les lettres. Il faut savoir qu'en Inde, ils apprennent très très vite l'alphabet, voire la lecture aux enfants, et parce que les enfants sont assez attentifs. Ils ont une motricité fine très développée parce qu'ils sont très éveillés pour diverses raisons. Hein. C'est des enfants qui marchent pour beaucoup à 8, 9, 10 mois. Ils marchent pieds nus, donc ça éveille les sens et la motricité tout petits. Ils sont dans les bras Les enfants de 3-4 ans portent les bébés dans la rue et les enfants sont très éveillés, si bien qu'ils apprennent beaucoup plus vite. Voilà, donc il y a une grande exigence, y compris chez les enfants maternels. Donc du coup, il y a des enfants, par exemple un enfant de 8 ans peut se retrouver en petite section, mais cet enfant en question de 8 ans qu'ils ont mis en petite section, un an après, il a passé tous les niveaux, ils l'ont passé en moyenne section, en grande section, en CP, et un an après, ils viennent quitter l'école et ils passent au CE1. Donc voilà comment ça s'est passé pour lui. Donc c'est pour ça qu'il y a des enfants plus ou moins grands. Voilà. Donc voici la moyenne section. Donc à l'époque, on a pu leur acheter des petites tables en bois. Il faut savoir que les petites tables en bois ont coûté chacune 2,50 €. Voilà, une petite table comme ça coûte 2,50 €. Donc vous voyez ce qu'on peut faire avec très peu d'argent. Voilà leur petite table qu'ils adorent. Et là, on a pour un projet de transférer ces tables-là à la petite section qui n'a pas encore de table. Parce qu'on n'avait pas le budget, paradoxalement, on n'avait pas le budget. Et donc on va leur donner les petites tables, ces petites sections, et on voudra acheter des tables un peu plus grandes pour la grande section et le CP. Donc voilà un exercice de motricité tous les matins avant de rentrer en classe, presque tous les matins. Alors vous voyez, vous avez des enfants en uniforme. Alors ils sont en uniforme parce que c'est l'uniforme de l'école gouvernementale, mais il y a beaucoup d'absentéisme de la part des enseignants, et puis les parents se plaignent des enseignants. En fait, il y a beaucoup de plaintes de la part de l'enseignement qui n'est pas extraordinaire en Inde, bien que les enseignants soient cher payés. Et donc là, vous avez des enfants qui ont des uniformes parce qu'ils étaient à l'école gouvernementale, mais ils sont venus intégrer l'école maternelle parce qu'ils savent que à l'école, on va mieux les accompagner
qu'à l'école gouvernementale. En tout cas, s'ils viennent, c'est que les familles pensent qu'elles seront mieux accompagnées. Donc c'est un signe de la qualité aussi du travail que fait l'équipe sur place. Donc voilà pourquoi il y a des uniformes. Et les enfants de l'école, pour les autres, n'ont pas d'uniforme parce que pour l'instant, on n'a pas les budgets pour leur offrir. Mais on espère bien pouvoir leur offrir ça. C'est une forte demande de la part des enseignants et des parents parce que l'uniforme est vraiment très apprécié. Il est très répandu dans les écoles. Dans quasiment toutes les écoles, il y a des uniformes. Donc les enfants, lorsqu'ils viennent à l'école, les enseignants font vraiment attention à ce qu'ils soient propres, bien peignés, bien lavés, etc. Donc quand ils utilisent les uniformes, ben, il y a une grosse attention qui est portée à la propreté, à la discipline, à la... voilà, donc l'uniforme a plein de vertus. On n'a plus l'habitude chez nous, mais en tout cas, chez eux, c'est encore culturellement apprécié. Donc ils nous sollicitent pour qu'on leur achète des uniformes, et on le fera quand on aura le temps. On espère être en capacité d'acheter au moins les uniformes des enseignants au mois d'août. Là, on va le faire. Lors de la fête nationale le 15 août, on va offrir les uniformes aux enseignants déjà, et on aimerait être en capacité de faire de même pour les enfants. Il faut savoir que le budget, un uniforme pour un enfant, c'est peut-être, allez, c'est 10 euros. Vous avez donc, allez, 15 euros, vous avez les chaussures, le pantalon et le t-shirt. Donc il y a 80 enfants, donc on aimerait être en capacité de financer ça pour le mois d'août. Donc voilà, quelques jeux. Alors ils sont peu équipés pour l'instant, mais on voudrait développer ça à l'avenir. Donc là ils sont en train de jouer aux quilles. Un petit peu de motricité. Désolé hein, si vous avez si vous avez un petit écran, certaines photos qui sont peut-être pas sympas à regarder. Donc voilà les petites tables qu'ils adorent. Donc voilà, ça c'était le premier jour de rentrée. Ça c'est les CP, à l'époque où ils n'avaient pas de table. Depuis, donc ils ont les petites tables. Donc ça c'était le CP le jour de la rentrée, avec le deuxième enseignant. Là, lors de la peinture. Donc voilà, donc ça c'est une photo qui a été prise plus récemment. Donc dernièrement, on a pu leur offrir des cartables, vous allez voir ça plus tard. Donc c'est une photo qui a été prise là au mois d'avril 2016. Donc maintenant, il y a 80 enfants. 2 enseignants, et puis Rinku, la sœur du manager, qui aide et qui fait un peu le ménage. Donc voici le couple, Rinku et Udit, donc le propriétaire des lieux. Donc lui, il est enseignant et cultivateur, et elle l'aide, elle donne un coup de main, elle fait le ménage, et puis elle surveille un peu, et elle aide, elle travaille dans les champs également. Donc le revenu qu'on lui donne permet de doubler leurs revenus, et c'est pas encore extraordinaire, hein. Je vous garantis que c'est pas extraordinaire. Il faut savoir qu'en tant que cultivateur, il gagne 30 000 roupies par an. 30 000 roupies par an, ça correspond donc, allez, on va arrondir à 3 000 roupies par mois, ça fait 50 euros par mois. Et avec ça, ils vivent pas très bien. Pas bien, hein, oui. Je vous garantis qu'ils sont pas gras. Ils ne mangent pas beaucoup de protéines. C'est pas extraordinaire. Donc du coup, ben voilà, avec le salaire d'enseignant, donc ils travaillent 4 heures par jour pour l'école, 5 heures par jour pour l'école, ben ça double ses revenus. Donc ça a changé un petit peu leur niveau de vie. Même si extérieurement, quand on regarde ce qui se passe chez eux, ça n'a pas changé grand-chose. C'est pas encore extraordinaire. On aimerait pouvoir augmenter les salaires de façon équitable. C'est pas encore extraordinaire. Mais bon, l'école tourne, ça fait un revenu supplémentaire, ça a créé 2 emplois et demi, on va dire, plus Manoj le manager. Donc voilà, ils en sont contents. Donc merci Rinko et merci Udit. Donc voilà, donc ils en sont encore à ce standing là, hein, malgré tout. Voilà le standing pour l'instant. Donc ça, c'est leurs enfants. Et donc, au milieu, vous avez 3 de leurs enfants à gauche. À droite, une petite nièce. Donc, le petit Raoul en jaune est très content parce qu'il vient de recevoir un cadeau d'Occidentaux qui sont venus au mois de janvier. Donc, c'est une photo qui a été prise lorsqu'il venait de recevoir ce sweatshirt. Donc, voilà, hyper content.
Donc là, on leur a offert des cartables dernièrement, au mois d'avril. Donc merci à tous les bienfaiteurs qui ont contribué qui ont permis ceci. Donc voici les petits cartables des maternelles de l'École des Soleils. Donc, donc pour les personnes qui viennent d'arriver, je suis en train d'animer cette soirée. Je suis donc Arnaud Perdry, le directeur de l'école et président de l'École des Soleils. Et donc je suis sur cette photo, pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Donc là, ce n'est pas notre petite mascotte, mais presque. C'est un petit orphelin, donc c'est un petit orphelin du village. Ben voilà, il est hyper sympa et on espère l'accompagner le plus loin possible. Donc voici, ils étaient ravis de recevoir leur cartable aux anges. Je ne vous raconte pas la banane jusqu'aux oreilles. Donc voici les cartables. Et puis les cartables qui sont différents, il y en a quelques-uns que vous voyez d'une autre couleur, eh c'est les plus grands qui quittent l'école, qui viennent de quitter l'école, et donc pour leur souhaiter une bonne route et les encourager à bien travailler dans l'école gouvernementale après avoir quitté l'école maternelle, donc ils vont accéder à l'école en CE1 du coup, l'équivalent du CE1, donc on leur a offert un cartable pour leur dire au revoir. Donc voilà l'équipe enseignante et Manoj, le manager à gauche. Donc avec ces cartables, ils ont eu quelques friandises et des glaces. Merci aux bienfaiteurs, à la bienfaitrice qui leur a offert ces petites friandises-là. C'était un petit bonus. Donc là, c'était des glaces. Voilà. Donc, et ensuite, on a pu leur offrir des manuels. Les CP et les grandes sections avaient déjà des manuels scolaires, mais là, au mois d'avril, on a pu offrir des manuels scolaires aux petites sections et aux moyennes sections. Donc voilà, maintenant j'ai en train de leur remettre. Donc voilà, la banane jusqu'aux oreilles, fiers comme tout, de ranger ça dans leur cartable. Et ça, c'est en fait notre motivation, c'est aussi de donner un coup de pouce aux plus grands qui ne sont pas dans l'école, mais qui s'engagent sérieusement à l'école. Donc là, on a récompensé un jeune ado qui a très bien travaillé, qui a eu de très bons résultats. Donc pour le féliciter, et on lui a offert un vélo, parce que tous les jours, il va dans une école privée il met une demi-heure pour s'y rendre à pied. Alors c'est comme ça en Inde, les ados font pas mal de kilomètres pour aller dans les collèges ou dans les écoles privées, dans les villages à côté. Donc ils marchent beaucoup. Et il faut savoir qu'en Inde, il fait très très chaud, donc c'est difficile. Donc on lui a offert un vélo, donc il va pouvoir s'y rendre en vélo et emmener des amis avec lui sur le vélo. Donc il était très fier et donc voilà. C'est aussi pour donner un signe d'encouragement à l'ensemble des enfants, pour leur montrer qu'on sera là pour essayer de les accompagner du mieux possible dans leur scolarité. Donc l'école est en devenir, c'est un petit projet, mais on espère pouvoir les accompagner du mieux possible dans l'avenir et les aider aussi à autofinancer leurs études. Donc on va devoir réfléchir à des solutions pour que l'école ne soit pas un système qui apporte systématiquement des fonds, mais on va essayer d'organiser le projet pour que les familles et l'école s'autofinancent d'une manière ou d'une autre. Donc ça va être une deuxième phase de développement de l'école des soleils. Mais en tout cas, en offrant un vélo, on vous démontrerait un signe fort qu'on souhaite vraiment accompagner sur le long terme et de différentes façons, les enfants et le village. Donc merci à tous les bienfaiteurs qui ont permis d'offrir ce vélo. À titre indicatif, un vélo comme ça coûte moins de... Allez, ça coûte 80 €. Voilà. Et d'occasion, on en a à 40 €. Donc, alors, un fait divers aussi qui va vous montrer que l'École des Soleils pourrait être là aussi pour d'autres actions. Donc merci à Christelle, notre amie institutrice en maternelle française que vous voyez sur la photo en noir derrière là-bas. Merci à Christelle qui s'est rendue en Inde l'été 2016. Donc là vous voyez en bas à droite une petite fille qui hélas est décédée. Elle s'est noyée dans le village, dans un petit lac
En fait, elle est allée se laver avec sa sœur dans le lac, comme beaucoup d'enfants. Et puis ce jour-là, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est tombée à l'eau. Les deux sont tombés à l'eau. La grande sœur s'en est sortie parce que les hommes sont allés la récupérer, mais la petite a disparu et elle s'est noyée. Donc tout ça pour vous dire que dans le village, il y a aussi des problèmes de sécurité liés au fait que les enfants vont se laver au bord du lac. Et donc il y a des problèmes d'hygiène aussi. Et donc voilà, il y a un ensemble de problématiques qu'on voudrait aider à solutionner d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des problèmes d'hygiène, il n'y a pas les sanitaires dans les maisons, donc ils vont faire dans les champs, donc ça amène des toxines dans les nappes phréatiques. Donc en Inde, il y a beaucoup de décès liés au fait qu'ils vont faire leurs besoins dans les champs. Donc l'État, même s'il finance la construction de toilettes dans les maisons, il donne une prime de 10 000 roupies aux familles qui installent les toilettes. Ben, ça suffit pas il faut que le village soit organisé pour ça, donc c'est pas si simple. Donc peut-être que l'École des Soleils pourra déployer des actions dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de cette petite qui malheureusement a quitté les rangs de l'école. Donc, il faut savoir qu'à l'école, il y a des célébrations. L'Inde est encore un pays où la ferveur religieuse est très, très forte. Donc, il y a beaucoup de célébrations religieuses dans les écoles gouvernementales et les écoles privées. Et là, c'était une célébration pas religieuse, mais c'était la célébration au mois de janvier de l'indépendance de l'Inde. Donc, c'est une photo, des photos qui ont été prises à ce moment-là. Donc là, il chante l'hymne national en montrant le drapeau indien du doigt. Donc Manoj, notre ami, était en train de libérer le drapeau. Je n'ai pas la photo, mais vous retrouverez ça dans la vidéo que vous connaissez peut-être déjà. Et donc là, à l'issue des célébrations, donc distribution de friandises que voici avec notre ami Raoul. Donc ça, c'est une photo qui a été prise pendant les célébrations de Sarasvati. Donc Sarasvati, c'est la déesse de la connaissance. Donc dans toutes les écoles dans toutes les écoles, ils fêtent Sarasvati. Donc là, c'est au mois de février, mars, je ne sais plus précisément. Donc il y a un brahman qui est venu à l'école et donc c'était un rituel pour célébrer Sarasvati. Voici les enfants, enfin une partie des enfants. Et donc ensuite ils prennent les bénédictions, en prenant les bénédictions dans le feu, ils passent les mains sur le feu et se touchent le front pour recevoir les bénédictions. Donc il faut savoir qu'en fait, les femmes tous les jours vont au temple, il y a beaucoup de rituels animés par des femmes très régulièrement. Donc les enfants sont baignés dans une culture encore religieuse très intense. Et les mots ne suffisent pas pour vous transmettre ce que ça induit, mais les enfants sont vraiment baignés dans beaucoup de vertus, dans beaucoup de rites, de rituels. En fait, c'est impossible d'en parler parce que c'est tellement différent maintenant chez nous en France que on peut pas imaginer. Alors moi, je suis pas hindouiste, hein, je suis pratiquant bouddhiste et chrétien également, mais du coup, enfin, c'est assez magique et c'est très agréable de vivre, de rencontrer, enfin, de s'immerger dans tout ça. Et donc, ben voilà, là, il récitait, je pense, un mantra en hommage à certaines divinités, je pense. Beaucoup de joie, beaucoup de ferveur. Et voilà, la joie, elle se voit. Hein. Donc, c'est la joie aussi de se faire barioler par les petits copains. Donc, c'est des bénédictions. Là, le violet, c'est des bénédictions, mais voilà, ça génère beaucoup de joie. Donc là, c'est une sortie, la première sortie des maternelles. On est parti se promener. Donc c'est l'occasion de les faire parler, de les faire s'exprimer, d'échanger entre eux, d'écouter, d'apprendre à écouter, d'apprendre à poser une question, d'apprendre à reformuler. Bref, c'est de la pédagogie, donc en sortie. Et on leur a fait faire aussi voilà, un petit peu de mathématiques, des jeux en ramassant des cailloux. Donc dénombrer, c'est voilà, du dénombrement. Bref, c'est de la pédagogie propre aux maternelles. Donc lors d'une sortie, ils n'ont pas l'habitude les enfants de sortir ensemble, c'était assez magique pour eux. Et à l'école, surtout à l'école, ils n'ont pas du tout l'habitude de faire des sorties comme ça.
c'est assez académique ou c'est très scolaire et presque martial, hein, l'enseignement traditionnel indien. Il y a beaucoup de disciplines, ça marche dans beaucoup d'écoles encore à la baguette. J'ai d'ailleurs assez de mal avec les enseignants de l'école pour qu'ils n'utilisent pas la baguette, mais on va y aller doucement. Mais en tout cas, on travaille. On va essayer d'ouvrir aussi les enseignants à de nouvelles choses, à une nouvelle façon de travailler. Parce voilà. On peut pas, Paris ne s'est pas fait en un jour, hein, mais on va les aider aussi dans ce sens-là. Donc, voilà, un petit peu de mathématiques. Et voilà, le retour de balade, réjoui et content de prendre une photo. Donc voilà pour l'école. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah ben non, j'ai fini avec les photos. J'ai fini. Non? Alors, attendez. Taj Mahal, voilà, j'ai fini avec les photos. Donc je vais fermer ça. Donc voilà pour le contexte, ce qui s'est passé. Alors j'ai pas les photos, donc ça fait 1 an que l'école est ouverte et je vous ai pas mis les photos du 15 août. Le 15 août, c'est la fête nationale chez eux. Donc il y a eu aussi des célébrations où des adolescentes du village ont fait des danses, il y a eu des chants, les enfants ont raconté des comptines, les ados sont venus faire aussi, enfin les garçons sont venus danser des danses Bollywood, les jeunes filles aussi. Donc, pour les remercier, on leur a offert des livres que j'ai eu du mal à trouver parce que, y compris dans la ville à côté qui comporte 200 000 habitants, j'ai eu du mal à trouver des romans. C'est-à-dire les Indiens consomment très peu de littérature. C'est à peine, enfin, il y a une culture littéraire, mais la population ne lit pas. Très très peu. J'ai eu du mal à trouver des livres dans cette ville. Euh, voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc pour beaucoup qui regardaient la vidéo, vous avez peut-être déjà vu la vidéo qui présente le projet l'école, donc vous saviez peut-être déjà tout ça. Donc j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Et maintenant, donc, je vais vous parler de perspectives très sommairement. Donc on en est là aujourd'hui avec l'école des soleils. Un petit projet à caractère amical avec 80 enfants scolarisés, 2 enseignants, un manager et une aide, une personne qui aide, donc Rinku. Et maintenant, on voudrait aller un petit peu plus loin. On voudrait être en capacité de répondre à des demandes. Et il y a plusieurs types de demandes dans le village. Par exemple, donc en fait, ils demandent plus de capacité. Ça veut dire que lors des inscriptions des enfants pour la nouvelle année scolaire en avril, beaucoup de familles ont demandé à ce que d'autres enfants soient acceptés, parce que là, on a 80 enfants de 3 à 8 ans, mais dans le village, on pourrait accepter le double d'enfants, même plus que ça. Et puis, il y a des enfants des villages à côté qui veulent venir, donc des familles des villages voisins qui veulent venir. Donc, si on avait la capacité de faire une école pour 500 enfants, on les aurait à l'école. Et voilà, donc l'Inde, c'est incroyable. Et voilà. Donc on voudrait agrandir l'école, mais dans la limite de ce qu'on va pouvoir faire. Et on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Donc petit à petit, on aimerait être en capacité de faire un projet à plus grande échelle. Donc passer la seconde vitesse. Ça va permettre donc de créer des emplois, parce qu'à terme, on voudrait aussi fournir à manger aux enfants à midi. Il faut savoir qu'ils viennent le matin en fonction, parce que le climat est assez chaud. Par exemple, alors en ce moment, au mois de juin, l'école est fermée parce que c'est la période la plus chaude et très sèche. Donc il fait plus de 40 degrés. Donc c'est très difficile. Il monte parfois jusqu'à 45. Donc l'école est fermée pendant le mois de juin et une partie du mois de juillet. Mais donc, quand l'école est ouverte, il fait quand même très souvent très chaud. Donc parfois, ils commencent l'école le matin à 6h30 et finissent à midi et demi. Donc ils arrivent à 6h30, ils commencent la classe, ils arrêtent pour faire une collation à 10h, et puis quand il ne fait pas très chaud, eh bien, ils mangent à midi, donc ils amènent à manger eux-mêmes, les familles leur donnent à manger, et puis ils reprennent un petit peu la classe avant de rentrer chez eux à 1h, midi et demi, 1h, enfin voilà. Donc on aimerait être en capacité de fournir un repas, parce que je vous garantis que les enfants qui viennent, leur gamelle n'est pas bien grasse, enfin n'est pas bien riche, pardonnez-moi. Donc on aimerait être en capacité de leur fournir à manger. Et voilà, ça représente 50 centimes par jour, hein.
de nourrir un enfant, même pas, moins de 50 centimes par jour d'euros, ouais, par jour pour nourrir un enfant et leur donner surtout des protéines qu'ils mangent peu. Donc, en Inde, il y a beaucoup de pois, donc on peut leur donner des protéines en leur faisant manger différents types de pois qu'ils mangent peu. Voilà, parce qu'ils sont donc, on a fait des, on a fait des mesures, on les a mesurés, on les a pesés, et donc on doit éditer là des statistiques, mais je vous garantis qu'ils sont rachitiques. Alors c'est pas l'Éthiopie, c'est pas la famine, loin de là, mais vraiment ils sont rachitiques, hein. Donc si on pouvait les nourrir à l'école tous les midis, ben, ça serait bien. Donc ça va aussi créer des revenus pour la personne qui leur fera à manger. On voudrait aussi diversifier l'aide, donc il y a différentes demandes, c'est-à-dire, par exemple, former les jeunes femmes à la couture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est faire une classe couture ou créer un atelier dans le village, un petit atelier avec quelques machines à coudre pour apprendre aux jeunes femmes à coudre avant leur mariage. Et puis on voudrait aussi éventuellement aider les agriculteurs à diversifier leur culture pour produire à plus forte valeur ajoutée, pour augmenter le revenu en créant des produits à plus forte valeur ajoutée, ou en pérennisant, enfin en facilitant la vente de leurs récoltes, en créant par exemple une coopérative. Donc voilà, on est en discussion avec un ami pour voir la faisabilité de ce genre de projet. Et puis ben voilà, on en est au tout début de la vie de l'école des soleils, donc on verra dans l'avenir ce qu'on pourra créer, mais pourquoi pas de l'artisanat avec la couture, créer éventuellement une gamme de vêtements. Enfin bref, il y a des pistes, mais pour l'instant, on est en réflexion. Et on aimerait être en capacité de le faire, donc pour ça, il nous faut qu'on renforce la trésorerie, qui est très fragile, qui est fragile. Il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette conférence, le 25 mai 2017, le budget de fonctionnement pour les enseignants, le matériel pour les enfants, l'aide Rinku qui fait le ménage et le loyer de l'école, ça représente 300 € par mois. Tout ça représente 300 € par mois pour faire fonctionner l'école avec 80 enfants. Donc voici l'ordre de grandeur du budget, et pour l'instant on a du mal à boucler le budget. Donc voilà, en particulier pourquoi aussi on fait cette conférence. Mais donc si on veut passer à l'étape d'après, il faut qu'on rentre, qu'on professionnalise l'école des soleils, dans le sens où il faut qu'on passe la seconde vitesse en étant beaucoup plus, pas sérieux parce qu'on est déjà sérieux, mais qu'on s'entoure, qu'on étoffe l'équipe avec des gens qui vont nous aider à améliorer la communication, à améliorer notre professionnalisme, à améliorer notre politique ou nos choix, notre stratégie. Donc tout ça, ça va se faire par les bonnes volontés qui vont vouloir rejoindre le projet, car on n'est qu'un tout petit noyau avec un bon cœur, mais on a besoin de compétences pour avancer. Donc agrandir l'école, ça on nous le demande. Il y a déjà, lorsqu'ils ont déposé les statuts de l'ONG locale, on a dû faire un budget prévisionnel de fonctionnement pour les 3 premières années. Donc on s'est engagé, nous Français, l'école des soleils s'est engagée à assurer la trésorerie pendant les 3 premières années. Donc on est pour l'instant à peu près voilà, dans les clous. Ça va, si on continue sur ce rythme-là, 300 € par mois, on va avoir respecté notre contrat, et ça va nous donner la possibilité de faire des dons sur le long. Ça va nous donner l'autorisation bancaire de continuer les dons à l'ONG locale. Si on n'arrive pas à subvenir aux besoins tels qu'on a, enfin, si on n'arrive pas à garder ce rythme-là pendant les 3 premières années, ils vont nous couper l'autorisation bancaire de faire des virements. Donc on voudrait déjà pérenniser au minimum le financement pour que ça soit régulier tous les ans à cette hauteur-là, tous les mois à cette hauteur-là. Et puis si on veut passer à l'étape d'après, agrandir l'école, eh bien il faut qu'on augmente. Et il y a déjà les plans, donc j'étais en train de dire, les plans pour une future école sont déjà déposés dans les statuts de l'école indienne, mais c'est un projet, on pourra pouvoir faire évoluer les plans, mais en tout cas la perspective, et il y a déjà des chiffrages, donc la perspective est déjà là. C'est de créer, agrandir l'école. Donc maintenant, les pistes, comme je l'ai dit, c'est éventuellement créer une formation à la couture, voire donc de créer un atelier artisanal dans le village pour créer des vêtements, soit pour à destination locale ou pour créer les habits pour les
enfin, les uniformes pour les élèves dans les années qui viennent, par exemple, ou alors une gamme de vêtements qu'on vendrait en Occident, par exemple. Accompagner les jeunes, alors j'en ai parlé, donc ça va être les accompagner dans leurs études. Donc, par exemple, on a des enfants tout jeunes à l'école, ben on a pour perspective éventuellement de les accompagner très loin jusqu'à la fin de leurs études, etc. Donc les vêtements, j'en ai parlé. Soutien, coopérative. Alors le soutien, c'est le soutien scolaire. J'ai déjà évoqué le sujet. La coopérative également. Donc une coopérative agricole qui pourra permettre de garantir l'écoulement de leur stock, par exemple. Donc c'est en réflexion. Puis éventuellement de créer des produits dérivés. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, il y avait beaucoup de tomates. Et donc, les prix ont vraiment chuté, c'était 10 fois moins cher que d'habitude, donc voilà, et donc leur chiffre d'affaires a baissé, mais du coup, ils ont jeté des tonnes de tomates. Eh bien, peut-être qu'en faisant des produits dérivés, de la sauce tomate ou je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est faisable, mais il y a peut-être moyen de créer des produits dérivés pour éviter de gaspiller des produits, puis de minimiser, enfin, ça permettrait peut-être d'optimiser leurs revenus avec des produits dérivés. Donc, on doit trouver des spécialistes qui vont nous aider à identifier les produits dérivés qui pourraient être envisagés avec les produits locaux. Par exemple, il y a de la noix de coco sur place, mais avec la noix de coco, on peut faire plein de produits dérivés. Donc, on est en réflexion et au mois d'août, on va partir avec un ami un peu expert dans le domaine, Bruno, qui est là ce soir, me semble-t-il, pour essayer de voir voilà, quelles sont les choses qu'on pourrait envisager dans ces directions-là. Ensuite, la santé. Le village nous demande de créer un point santé, c'est-à-dire que pour aller à l'hôpital ou voir le médecin le plus proche, ben, parfois il faut faire des kilomètres et c'est pas facile. Donc ils nous ont demandé un point santé pour les premiers secours ou pour la vaccination, parce qu'il y a des politiques et le gouvernement, des politiques de vaccination et le gouvernement s'occupe de ça, mais ça serait bien que ça se fasse dans un local. Pour l'instant, ils n'ont pas de local pour ça. Alors on n'est pas là pour remettre en cause la vaccination, hein, c'est un débat chez nous, mais on n'est pas en train d'interférer sur la politique indienne, c'est pas notre objectif. Mais il y a une demande dans le domaine de la santé, donc ça pourrait aussi créer un emploi, des emplois, et puis voilà, voilà. Ensuite, alors les voyages solidaires, eh bien, on a pour objectif aussi de faire voyager nos amis français ou étrangers, hein, de toute nationalité, pour se rendre dans le village ou à Bodh Gaya. Donc il y a plein de belles choses à visiter en Inde. Et donc visiter l'école, contribuer avec des actions. Voilà, si vous avez des talents, ben, vous pouvez partager vos talents en faisant des ateliers, en faisant chanter les enfants, ne serait-ce que lors d'une petite séance, hein. Donc voilà, donc on cogite, on va monter probablement des voyages, même si moi de mon côté, dans le cadre de mon blog lié à la méditation, j'organise régulièrement des voyages. Et bien, il y a quelques personnes qui partent avec moi et qui vont donc du coup rendre visite à l'école. Mais donc on va voir avec l'École des Soleils pour organiser officiellement voilà, des voyages. Et si vous avez envie de monter des voyages avec d'autres associations pour aller visiter l'Inde, si vous avez des amis, peu importe le cadre dans lequel vous voulez organiser ce voyage, mais vous pouvez l'organiser aussi pour aller voir l'École des Soleils. Donc on est ouvert à toutes les propositions. Donc maintenant je vais enchaîner avec une petite séance qui sont nos besoins immédiats. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est d'accroître la trésorerie, donc augmenter les dons que l'on peut recevoir, soit des dons ponctuels ou des dons mensuels ou réguliers, que ce soit des dons très modiques ou importants, tout contribue à l'aventure. Et je vous garantis que même des dons de 5 € par mois, ça fait... En fait, c'est ce que coûte à peu près un enfant par mois. 5 €, c'est à peu près voilà, le coût d'un enfant, pour scolariser un enfant. Voilà, c'est même moins que ça actuellement. Mais si on arrive à obtenir voilà, 5 € par enfant, ça va permettre voilà, d'investir régulièrement dans du matériel pour améliorer la pédagogie, etc. Si on veut passer à la seconde vitesse, il faut qu'on soit bien au-delà de 5 € par enfant. Mais en tout cas, même les dons de 5 € par mois c'est magique, il n'y a pas de mystère, hein. Donc accroître les dons, donc on va devoir communiquer et puis trouver des relais. Donc tous les amis qui veulent nous aider à communiquer sont les bienvenus. Voilà, donc même modique, j'en ai parlé. Agrandir l'équipe, alors l'idée c'est aussi d'agrandir l'équipe pédagogique, car actuellement il y a 80 enfants et 2 enseignants.
Et donc, les deux enseignants ont chacun 2 classes à gérer. Alors, les enfants sont très bien disciplinés, donc ça se passe bien. Mais du coup, quand même, pédagogiquement, ben, ils n'ont pas toute la disponibilité souhaitée pour être au plus proche de chaque élève. Donc, si on pouvait, avec le même nombre d'enfants, avoir un enseignant en plus, ça serait pas mal. Donc, un enseignant, c'est pas énorme, hein. Un enseignant, aujourd'hui, c'est à peu près, c'est moins de 70 euros par mois. Ça nous coûte moins de 70 euros par mois. Donc, si quelqu'un a envie de, voilà, financer un enseignant de plus, ben voilà, c'est ce que ça coûte. Ou si quelques personnes donnent 20 euros par mois, ben voilà, on l'a l'enseignant, c'est garanti. Donc, vous voyez, on en est là, hein. Les ordres de grandeur, je vous les présente dans une grande clarté ce soir. Ensuite, donc, impliquer les ambassadeurs. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une campagne qu'on a lancée pour trouver des ambassadeurs des soleils. Donc, on va étendre cette campagne-là à une autre échelle. Donc, les ambassadeurs des soleils, ce sont des personnes qui ont envie de récolter 200 euros en parlant du projet autour d'eux. Et lorsqu'ils sont donc, ils deviennent ambassadeurs lorsqu'ils s'engagent à trouver cette somme, lorsqu'ils s'impliquent. Et puis, voilà, il y a une petite procédure, je pourrais vous donner les informations en détail. Sous la rediffusion, il y aura des explications. Et puis sur le site de l'École des Soleils, sur le blog de l'École des Soleils, il y a un onglet qui vous parle des ambassadeurs. Donc en gros, c'est voilà, un ambassadeur va chercher 200 euros autour de lui. Pour l'instant, voilà l'action. Et puis on va lancer les Amis des Soleils. Donc là, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais les Amis des Soleils vont avoir une petite feuille de route pour faire des actions systématiques, pour communiquer le projet et puis essayer de trouver des fonds. Donc, j'en reparle dans une minute. Donc, nos besoins immédiats, c'est également de créer des événements pour faire connaître le projet. Par exemple, vous avez des amis qui ont un club sportif qui font, je sais pas, ils font des tournois de foot ou tournois de pétanque ou des parties de pêche, peu importe. Et bien, il pourrait y avoir une partie des bénéfices de l'événement ou une soirée dansante. Et bien, une partie de l'événement pourrait être, une partie des bénéfices pourrait être reversée à l'École des Soleils. Et ça serait assez magique pour nous. Ne serait-ce que, vous savez, ne serait-ce que 100 euros, 200 euros à réunir grâce à un événement, c'est pas grand-chose. Donc, si on multiplie les événements et les partenaires comme ça aura vraiment un impact très conséquent. Là, pour refaire la charpente, par exemple, en bambou, eh bien, le budget pour refaire la charpente, c'est 300 euros. Donc, ouais, vous voyez l'ordre de grandeur. Donc, en montant des événements, il y a possibilité de réunir des sommes voilà, de cet ordre de grandeur-là. Donc, vous voyez, en Inde, on fait beaucoup avec des budgets moins limités, quoi. Donc, on en est là à vouloir à chercher des partenaires pour créer des événements et des partenariats. Voilà, éventuellement des enseignants, à monter des projets pédagogiques en collaboration avec des enseignants dans les écoles et qu'ils montent des événements pour rentrer un petit peu d'argent, même si une classe ramène 50 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup 50 euros, hein. C'est un vélo. C'est un vélo à un enfant, c'est 5 uniformes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc les Amis des Soleils, donc j'ai évoqué les ambassadeurs, maintenant je vais évoquer les Amis des Soleils. Donc l'idée c'est que si vous avez envie de vous engager concrètement, donc si vous avez envie de vous lancer dans une démarche d'engagement solidaire, eh bien on va vous donner quelques conseils pour communiquer à vos amis par email, par SMS, par Facebook, bref, on va vous donner des conseils pour faire quelques actions ciblées et systématiques. Donc on va vous donner un petit dossier, une petite feuille de route, et ça va constituer un petit peu votre passeport des soleils. Voilà, si vous avez envie de rentrer dans cette démarche-là. Donc il y a les amis et les ambassadeurs des soleils qui n'auront pas la même feuille de route. Mais donc si vous voulez voilà, passer à l'action, on va vous aider. On va vous aider pour ça. Donc, et on vous donnera votre passeport des soleils. Voilà, voilà. Et on vous remerciera chaleureusement de différentes façons. Donc si vous voulez des infos sur le sujet, soit vous regardez les liens sous la vidéo en rediffusion,
soit vous m'envoyez un email. Si vous écoutez le direct, vous m'envoyez un email me disant que vous êtes intéressé pour vous engager, pour vous impliquer d'une manière ou d'une autre, pour contribuer au projet. Donc vous allez sur le site de l'École des Soleils et puis vous passez par la page contact et vous allez avoir l'email et je suis au bout de cet email. Voilà, voilà. Alors on va arriver à vos questions. Ben voilà, donc vos questions sont les bienvenues. Donc voici ce que j'avais à vous dire, ce qu'on avait à vous dire. Donc je parle au nom du bureau de l'École des Soleils et puis de nos amis indiens. Donc si vous avez des questions, je vous laisse une petite minute pour écrire vos questions maintenant dans la zone dédiée à cet effet dans l'interface de conférence. Et pendant ce temps-là, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous rendre sur Facebook et puis à aimer la page de l'École des Soleils. Donc vous recherchez, attendez, je vais vous le trouver, hein, mais vous pouvez y aller de vous-même. Donc sur Facebook, vous cherchez l'École des Soleils et puis ben, vous aimez notre page et on sera bien content de vous accueillir parmi les amis. Oh là, faut que j'allume la lumière, là, je suis dans le noir chez moi. Donc, je vais vous donner le lien, ce sera plus pratique si vous voulez, l'École des Soleils. Et donc, je vous laisse écrire vos questions ou aller sur Facebook. Et là, je vais vous donner le lien. Hop là, voilà, l'École des Soleils. Ah, ça va passer. Voilà, l'École des Soleils. Donc, lors du direct, là, je vous mets dans le chat, je vous mets le lien vers la page de l'École des Soleils sur Facebook. Donc, vous vous inscrivez, ou vous aimez la page, par exemple, et puis vous pouvez vous inscrire. Donc, vous aimez en cliquant sur j'aime, et puis inscription, ça va vous emmener vers l'inscription à la newsletter, mais vous l'êtes déjà, je pense, puisque vous êtes à la conférence aujourd'hui, là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Eh bien non, je ne vois pas de questions. Vous n'avez pas rédigé de questions ou pas de commentaires. Ah ah. Alors, ok. Alors, Marie-France écrit, Arnaud, peut-on être ambassadeur et ami? Ah, oui, oui, oui. Alors, l'ami, c'est quelqu'un qui va, l'ami, c'est quelqu'un qui va s'engager à communiquer. Donc, on va vous donner un petit livret, un petit document en ligne que vous allez consulter. Donc, ça va être des conseils. Par exemple, un petit message pré-rédigé pour vous faciliter la tâche qui va dire que vous soutenez l'École des Soleils, puis il va y avoir un message sympathique pour envoyer les gens vers le blog de l'école, et donc il va y avoir un lien. Donc on va vous donner des documents de communication. On va vous conseiller voilà, Facebook, les emails, Twitter. On va vous communiquer un dossier. Et puis l'ambassadeur, ben donc il a cet objectif de réunir des fonds autour de lui. Et puis il aura enfin, vous pouvez être les deux, exactement. Ensuite, on a Bruno. Donc Bruno est un ami qui travaille dans l'humanitaire et qui va venir au mois d'août voir ce qui se passe à l'école pour voir ce qu'il peut faire pour nous aider. Alors, ok, donc Bruno me demande, donc bonsoir Arnaud, merci pour cette présentation. Ma question, c'est quels seraient les supports pour être un ambassadeur? Alors, les supports, j'imagine que c'est les documents ou les choses qu'on va te donner. Alors, sur le site officiel de l'école, il y a un menu ambassadeur. Donc là, on donne quelques visuels de communication à poster sur Facebook. On donne quelques conseils pour envoyer des messages à des amis. Mais c'est encore bien imparfait. Il faut qu'on améliore ça. Et donc, on explique dans le processus qu'on va remercier. On explique comment on va remercier les ambassadeurs. Donc, il y a au menu du site de l'École des Soleils, il y a des explications. Il faut que je travaille pour améliorer ça. Il faut qu'on travaille pour améliorer ça. Donc, toutes tes suggestions et remarques sont les bienvenues. Là, on est dans une phase où on doit améliorer le processus général et les actions spécifiques. Donc, bienvenue à toi, Bruno.
Donc il y a une série de 5 ou 6 visuels qu'on peut publier sur Facebook en images. Donc c'est voilà. Ensuite, on a Elisabeth qui s'occupe des orphelins, les logements et le repas. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'orphelins dans le village. À l'école, il y a un orphelin et il a été accueilli par des gens du village en fait. Donc il est pas SDF, il est orphelin, mais il est dans une famille. Donc il n'a pas de souci de logement et pour les repas. Il est juste sans papa et sans maman. Bruno, existe-t-il par exemple déjà des grilles de tarifs de ce que coûtent les différents besoins des élèves et des instituteurs et de l'école des soleils? On n'a pas communiqué là-dessus pour l'instant. Ça pourrait donner en effet des idées aux bienfaiteurs s'ils veulent contribuer. Ok, ben écoute, on en reparle, hein. On travaille ensemble, Bruno, avec grand plaisir. Je note, c'est noté. Ben, je vais y travailler là-dessus avant de te recontacter pour qu'on reparle de notre voyage au mois d'août. Elisabeth, récupère-t-on le dossier des amis sur le site École des Soleils? Il n'est pas encore formalisé. En fait, c'est en montant cette conférence que j'ai eu l'idée du concept. Donc, je vais le rédiger, je vais le concevoir ces jours-ci. Et donc, je vous informerai. Il n'existe pas encore. C'était une avant-première ce soir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie d'être venu écouter cette présentation. Donc encore un... Alors, ok. Alors, je vois Bruno qui repose une question. Tu parlais de formation professionnelle en couture, par exemple, mais existe-t-il déjà des machines à coudre? Oui, il y a des machines à coudre déjà dans le village. Il y a des machines à coudre à vendre dans les magasins dans les environs. On connaît le prix, on peut en acheter d'occasion. Mais il y en a déjà dans le village, donc il y a peut-être moyen de louer les machines pour faire un atelier. Donc on va aller voir tout ça au mois d'août, Bruno, de près. On ira voir ça de près. Mais dans l'école, il n'y en a pas. Donc quand on dit créer un atelier couture, ben, ça comporte aussi l'achat de matériel. Une machine à coudre d'occasion, ça coûte en Inde, ça coûte, allez, ça peut coûter 40 €. Voilà. Marie-France nous demande, est-ce que l'on peut parrainer un enfant pour son année scolaire? Pour l'instant, la politique de l'école, pour l'instant, mais ça peut évoluer, pour l'instant, c'est pas de rentrer dans les parrainages individuels, parce que qui dit parrainage individuel dit une logistique ou une communication entre l'enfant et la famille française. Donc ça va nécessiter un engagement de la part de l'équipe pédagogique, et comme le staff est réduit, eh bien, on se voit mal leur demander, pour l'instant, de faire tout ce travail-là en plus. Il faudrait augmenter les salaires, on n'a pas la trésorerie, ou il faudrait plus de personnel, on n'a pas les moyens pour l'instant. Et puis, il y a vraiment débat sur le parrainage individuel. On réfléchit à la question, mais il y a débat, je parlais de ça avec quelqu'un ces temps-ci, qui nous disait, oui, le parrainage individuel, quand tout le monde n'est pas parrainé, ça crée des différences. Quand les parrains vont rendre visite aux enfants et qu'ils les emmènent faire du shopping ou aller au resto, qu'ils leur emmènent des cadeaux, ben les autres n'en ont pas. Donc voilà, ça pose question, il y a débat et on est en réflexion. Donc pour l'instant, non. Mais l'idée, ça pourrait être le concept de parrainer un enfant, mais anonyme. C'est-à-dire, voilà, je parraine la scolarisation d'un enfant dans l'école, c'est 5 € par mois pour l'instant. Donc voilà, ça pourrait être ça, un parrainage anonyme. Alors, une autre question. Elisabeth, peut-on faire des parrainages pour 1 ou 3 enfants? Eh bien, Elisabeth, comme je viens de le dire, maintenant, voilà, si vous avez l'idée de combien coûte la scolarisation d'un enfant, eh bien, on pourrait dire, ben, on a 80 petits soleils à parrainer actuellement, même si c'est anonyme, eh bien, vous offrez 3 soleils, ça parraine 3 enfants. Donc, 15 € par mois, ça parraine 3 enfants, la scolarisation de 3 enfants. On va réfléchir hein, personnellement, puis avec l'équipe, on en est là pour l'instant dans nos réflexions. On aurait envie plutôt de partir dans ces directions-là.
Bruno, encore, on peut donc penser que le budget annuel est de 3, oui, c'est ça, 300 x 12, 3600 euros. Oui, c'est ça, Bruno. Pour l'instant, on en est là. Ça, c'est le budget de fonctionnement. À ça, il faut qu'on rajoute, par exemple, la rénovation du toit, ou il y a un mur qu'on doit rénover, ou si on va acheter du matériel en plus pour améliorer la pédagogie, c'est en plus. Donc, le fonctionnement, c'est vraiment les salaires, le loyer, le consommable des enfants. Voilà, ça, c'est 3600 euros, en effet, pour l'année. C'est le minimum syndical pour le fonctionnement. Okay. Mais on reparlera de tout ça en détail prochainement, Bruno, si tu veux bien. J'ai commencé à préparer le dossier pour te donner de l'info et pour définir notre plan de route un petit peu au mois d'août. Donc merci à tous. Si tu veux, Bruno, on se donne rendez-vous très prochainement, officiellement. Comme ça me donnera une date butoir pour préparer sérieusement tout ça, pour qu'on avance, pour que tu aies des éléments à donner à tes amis. Donc merci les amis d'être là, merci pour votre attention, merci pour votre engagement. Vous savez, je suis assez ému parce que comme je vis ce projet-là, c'est vraiment un projet amical, je l'ai vu naître, je l'ai accompagné, puis je vois concrètement les enfants, ce qui se passe sur place. Parmi vous, il y a Eliane qui est venue sur place, qui a vu ce qui se passe, donc c'est concret pour certains d'entre vous. Et je vous garantis que quand on vit les choses de l'intérieur, c'est pas abstrait, c'est concret et c'est très chaleureux. Donc je suis très ému de vous présenter ça et de voir que vous étiez là ce soir, parce que je sais les conséquences du moindre petit don. C'est assez extraordinaire et magique. Et surtout sur le long terme, ça va accompagner les enfants, ça va créer de l'intelligence, ça va créer de la richesse sur le long terme dans leur vie, dans les familles, dans le village, ça va créer de l'intelligence, ça va créer des projets. Bref, ça va éduquer, ça va accompagner, et ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles les gens vivent, encore aujourd'hui, je vous disais, il n'y a pas de toilette, il y a une petite fille qui s'est tuée dans le lac parce qu'elle allait laver au bord de l'eau, quand vous voyez qu'ils sont encore un esprit restreint à raisonner en termes de caste et qui n'envisagent qu'à peine de devenir... mais psychologiquement, ils n'envisagent même pas de devenir, je sais pas moi, de changer de classe sociale ou d'avoir même des rêves ou des projets. Donc, ils sont tellement loin de ce qu'on vit en France que ce qu'on peut leur emmener avec l'école des soleils, c'est et une forme d'ouverture et d'éducation et un soutien pédagogique qui va leur donner les capacités, les compétences, les savoirs, les savoir-être pour avancer dans leur vie. Et donc, on est en train de façonner un petit village des enfants et si le projet on l'agrandit, on va aider à façonner des villages, des projets, voilà. Alors il y a d'autres ONG comme nous hein, dans la région, des ONG soutenues par des Français, par des Espagnols, des Japonais, donc c'est une région où il y a pas mal d'ONG, mais il y a encore tellement de demandes qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc je suis très ému à l'idée de façonner avec vous tout ça. Donc merci pour votre écoute, pour votre collaboration et à tout bientôt en direct, par Skype ou par email. N'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment ouvert à vos suggestions, à vos compétences, à vos dons, à vos communications à vos amis. Ça rendra vraiment service. Donc merci à vous 1000 fois. Alors est-ce que c'est la dernière image? Je pense. Voilà, donc les enfants vous remercient, l'équipe pédagogique vous remercie et les familles vous remercient. Vous savez, j'y suis retourné donc en janvier, il y a eu donc 1 an de fonctionnement de l'école. J'y suis allé l'année dernière du mois de janvier au mois de mai, car j'ai pas mal de disponibilité. Petite remarque, mes voyages comme ça ne coûtent absolument rien à l'association pour l'instant. Je paye tout moi-même parce que je suis passionné et j'en ai les moyens, enfin j'en ai, allez, oui, je suis en capacité. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai les capacités d'y aller. Donc mes voyages ne coûtent rien à l'association. Donc j'y suis allé l'année dernière de janvier au mois de mai, au moment de l'ouverture, et j'y suis retourné 1 an après, au mois de janvier 2017. Et je vous garantis que j'ai eu une tonne de merci de la part des familles, même s'il y a beaucoup de pudeur chez les femmes, surtout, elles parlent peu aux hommes et peu aux hommes occidentaux. Mais je vous garantis que j'ai eu quand même beaucoup de merci et des regards et des gestes, vraiment de remerciements. Donc du coup, ces gestes, à chaque fois que je les ai reçus, j'ai eu vraiment en tête et dans mon cœur l'image des bienfaiteurs.
car c'est grâce à tous les bienfaiteurs que tout ça est possible. Donc voilà. Donc au plaisir de communiquer et puis de partir en voyage avec certains d'entre vous. Donc restez connectés au petit soleil et puis on vous communiquera les nouvelles tout prochainement. Merci à vous, bonne fin de soirée, bye bye. Merci Marie-France et Elisabeth. Donc sont encore présents André, merci Bruno, merci Chantal, merci Eliane, merci Elisabeth, merci Marie-France, merci Monique, merci Samuel, merci Suzanne et merci à tous ceux qui regardent la rediffusion. À bientôt.